Ah, attends, il faut que je réfléchisse quand même un peu à ce que je vais raconter. Hein. Bonjour Alexis. Bonjour. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager dans des études de santé? Tout naturellement, en fait, dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de soignants, mais par contre, j'ai toujours évolué dans un écosystème de soins, c'est-à-dire assez tourné vers l'autre, et de fil en aiguille, à travers un engagement associatif, puis une éducation dans un milieu un peu catho, naturellement, je me suis dirigé vers le soin. Alors aujourd'hui, je suis soignant, mais de façon indirecte, puisque j'exerce plus l'activité de soignant en propre, mais je reste soignant, en tout cas, je défends la posture de soin parce que j'y crois et je me dis que c'est quand même un beau métier, ce sont de beaux métiers et de jolies carrières encore en perspective, et notamment maintenant parce que tout reste à construire. Alors une expérience de soins, une expérience dans ma vie professionnelle qui m'a marqué, c'est lorsque j'ai été envoyé en tant que soignant militaire en Guinée-Conakry lors de la pandémie Ebola. C'est une opération qui s'appelait l'opération Tamara, qui s'est déroulée de janvier 2015 à juillet 2015 sur le territoire guinéen dans la capitale Conakry. La France a installé un centre de traitement des soignants dans lequel en fait on accueillait tous les professionnels de santé, qui soient locaux ou appartenant à des ONG, qui étaient contaminés par le virus Ebola. Donc moi à l'époque j'étais soignant. Mon rôle c'était de prendre en soin ces professionnels de santé, mes collègues qui étaient contaminés, et surtout de développer des compétences dans la prise en charge assez particulière du risque biologique, qui m'a servi un petit peu plus tard lors de la Covid. À ce moment-là, en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'importance aussi du rôle de l'aide-soignant dans la prise en charge du patient, en me disant que chacun à notre niveau, on avait une carte à jouer, un rôle important à jouer dans la prise en charge. En 2015, ça faisait 2 ans que j'étais engagé au service de santé des armées en tant qu'aide-soignant. Et par contre, pour l'âge, je me souviens plus. En fait, très vite dans mon métier d'aide-soignant, je me suis senti limité, non pas dans le sens théorique de la prise en charge, mais plutôt dans le sens clinique. Et j'avais envie d'aller plus loin dans la prise en charge de mes patients. Et puis en fait, dans les armées, l'aide-soignant et l'infirmier forment un réel binôme. Et j'étais curieux d'apprendre auprès de mes collègues infirmiers et de voir en fait tout ce que leur métier et leurs compétences leur offraient en termes de perspectives professionnelles. Et donc, tout naturellement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter. Et ma formation d'infirmier, je ne l'ai pas suivie dans le monde militaire, mais je l'ai suivie dans le monde civil. Parce que j'avais eu d'autres opportunités sur le côté, sans pour autant quitter le monde des armées, puisque je suis resté réserviste et je le suis encore maintenant. Quand j'ai débuté dans le soin, j'aurais aimé qu'on m'informe et qu'on me donne de bons tips sur l'échec. Parce que quand on est soignant débutant, on a envie de sauver le monde, on a envie de faire que du bien, sauf qu'en fait le bien peut parfois se transformer en mal, et notre bonne volonté et notre vision en propre du soin, parfois, se met en confrontation avec l'échec. Et ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est que l'échec fait partie du soin, fait partie du parcours de soin, et que, au contraire de son aspect négatif, on peut en faire une réelle force mise au service du soignant. Alors la vocation, moi j'y crois pas, en tout cas j'y crois plus, tout simplement parce que, effectivement, culturellement, la vocation, ça fait partie de l'histoire des soignants, notamment chez les paramédicaux qui sont quand même d'inspiration religieuse. C'est vrai qu'à l'époque, les cornettes et les soutanes, ça faisait partie du package de soignants, mais bon, maintenant, a priori, en tout cas aujourd'hui, je suis pas venu avec ma soutane, et en fait, tout simplement parce que la vocation n'existe plus. La vocation au sens religieux du terme, et surtout, c'est important en 2023 de faire disparaître ce vocable, parce que derrière le mot vocation, on peut aussi évoquer l'aspect de dévotion, de dévouement, qui peut être compris dans son aspect le plus négatif. Moi aujourd'hui, je préfère parler d'engagement, et derrière l'engagement, il y a le parcours professionnel pour la santé de nos concitoyens, et puis derrière l'engagement, il y a aussi cette volonté et une vraie aspiration individuelle qui est mise au service de la société. Alors un déclic plutôt, dans un premier temps, une opportunité, qui était celle en fait de me faire découvrir les relations publiques et le mécénat, parce qu'aujourd'hui je suis responsable des relations publiques et du mécénat pour une fondation qui forme des professionnels de santé, donc je reste quand même avec un pied assez proche de mes camarades et de mes futurs pairs. Et le déclic, ça a été de me dire, en fait, les paramédicaux prennent assez peu la parole dans le débat public, sur un plan politique, sur un plan institutionnel et sur un plan
bon, des relations publiques, et en me disant, si je peux être une des nombreuses pierres à l'édifice des sciences paramédicales et de la profession paramédicale pour incarner à mon modeste niveau quelque chose et être inspirant pour mes futurs camarades ou mes camarades en poste et leur dire que c'est possible et c'est faisable, vous pouvez prendre la parole et justement il y a de l'intérêt à ce que chacun puisse prendre la parole et surtout puisse intégrer le débat public parce qu'on est dans une démarche collective et de co-construction, et pourquoi pas, allons-y. Alors, je me suis engagé dans l'armée parce que tout petit, j'en vais enfoncer une porte ouverte de la caricature, mais je regardais le 14 juillet avec les yeux qui brillent parce que je trouvais que les uniformes étaient plutôt pas mal. Je me suis détourné très vite de l'armée parce que quand j'ai su que je voulais être soignant, j'avais pas d'idée encore assez précise du métier que je voulais exercer, mais bon, je me suis dit que soins et armée, ça collait pas ensemble. Et je connaissais pas le service de santé des armées. Et je suis revenu au service de santé des armées, en tout cas avec cette idée de m'engager. Au décours d'un salon étudiant, on m'a dit, mais si c'est faisable, il y avait un stand du service de santé. Et ils m'ont accueilli à bras ouverts en me disant, mais s'il faut absolument faire un dossier, c'est faisable, le service de santé des armées, c'est ça, c'est ceci, c'est cela. Et donc, je me suis engagé en 2013 avec cette volonté d'allier à la fois mes valeurs qui étaient des valeurs citoyennes et des valeurs de soins qui, à mon sens, s'inscrivent un petit peu dans la complémentarité. Un diagnostic, un constat qui est plutôt partagé après la crise Covid, c'est que le retour aux fondamentaux, c'est-à-dire à la gestion au plus proche des besoins à travers les professionnels de santé, ça a été quand même un aspect assez important de l'accompagnement de la crise et de la résolution de la crise. Parce que effectivement, quand tu es professionnel de santé, parce que tu es en contact avec le terrain, tu es en contact avec la personne soignée qui est notre matière première idéale, c'est vraiment celle avec laquelle on travaille au quotidien. À partir du moment où ce sont les professionnels de santé qui réalisent le feedback, l'espèce de bottom-up au niveau du top management, là finalement ça fonctionne pas trop mal. Ça veut pas dire que c'est le seul levier et qu'on doit incarner une nouvelle résolution de crise à travers les professionnels de santé de terrain, mais par contre on doit vraiment se dire que la prise en compte et la participation collective dans, encore une fois, cette démarche de co-construction et de réflexion collective à travers la crise, elle s'exerce non pas sur du descendant, donc à travers le management pur, mais vraiment dans un idéal, dans une relation en binôme ou en trinôme, à la fois médicale, à la fois paramédicale et médico-administrative. Bon, paradoxalement, depuis que je suis sur la mission santé des soignants, donc qui est la mission santé publique, je me suis jamais senti aussi proche du terrain parce que au quotidien, j'ai des retours de mes petits camarades qui m'apportent soit des suggestions, soit des idées, soit des initiatives qui fonctionnent bien sur le terrain, parce que je suis pas omniscient. Et ce qui se fait sur le terrain, il ne s'agit pas de réinventer la poudre. Et justement, ce terrain dont on ne sait pas vraiment quelle est la définition, quelle est l'image et comment on peut le définir, ce terrain. À mon sens, le terrain, en fait, c'est ce qui se fait au quotidien par un certain nombre de professionnels de santé. Ce n'est pas forcément une structure, ce n'est pas forcément une pratique, mais c'est ce quotidien qui constitue notre routine de professionnels de santé, qu'on soit à l'hôpital ou en ville, et qui est à la fois incarné dans la posture professionnelle, dans l'incarnation professionnelle en tant que soignant, mais aussi citoyen engagé dans le soin. C'est aussi dans les ambitions qu'on porte pour sa profession et pour le collectif. À mon sens, c'est ça le terrain. C'est pas une structure, c'est pas un hôpital, c'est pas un cabinet de ville, c'est vraiment un écosystème qui gravite autour de la personne soignée et qui s'inscrit dans un même objectif qui est celui de proposer un soin de qualité, surtout un soin pertinent au plus proche des besoins. En fait, je suis entré dans la mission santé des soignants par la nomination donc, de la ministre Agnès Firmin-Lebaudot le 17 mars dernier. La santé des soignants, pour moi qui suis militaire, ça fait partie de ma culture parce que la santé du militaire, et je ne cesse de le répéter à travers toutes mes interventions, c'est finalement, alors dans un contexte militaire, c'est forcément sa première arme. Un militaire qui est bien dans son corps, bien dans son esprit, il est a priori opérationnel. Et on devrait estimer qu'un soignant qui est bien dans son corps et bien dans son esprit, c'est la même chose. Il est opérationnel et qu'un soignant bien soigné, c'est un patient bien soigné. C'est surtout ça l'intérêt derrière. Et le paradigme et la culture sanitaire jusqu'à présent, en tout
tout à l'heure on a évoqué la notion de vocation, eh ben, on est encore un peu dans cet état d'esprit. Puisqu'il y a la dévotion et il y a du dévouement des soignants, ben, on oublie que derrière ce dévouement, il y a des êtres humains qui ont des besoins, qui ont des difficultés, qui recherchent aussi maintenant un équilibre vie privée, vie professionnelle. Et on ne peut pas estimer que le corps et l'esprit du soignant, ce soit deux sujets complètement décorrélés de la vie professionnelle. Et ben pour un militaire, si on est en capacité aujourd'hui en 2023 de le faire, pour les soignants qui ont été érigés au cours de la crise au statut de héros, de guerrier, eh ben, on peut faire la même chose. Pour s'exprimer maintenant sur son métier, bon, il y a d'un côté les réseaux sociaux qui valent ce qu'ils valent, mais par contre, je pense que ce qui est important en 2023, c'est d'avoir la notion de positivisme. Alors le positivisme, ça veut pas dire qu'on doit tout relativiser et se dire qu'on évolue, nous soignants, dans le monde des bisounours et que tout fonctionne bien. Non, tout ne fonctionne pas bien, et si chacun et chacune prend la parole, c'est aussi parce qu'il y a des choses qui sont à améliorer et à faire évoluer. Par contre, on doit avoir la responsabilité, nous, soignants diplômés et avec un certain niveau d'expérience, de se dire que nous sommes les meilleurs ambassadeurs de notre métier. Et que si on veut améliorer l'attractivité de nos professions, eh ben on doit se saisir et prendre les micros et en parler de façon positive et témoigner de façon pertinente sur notre profession, avec cette idée que si des jeunes veulent s'engager, ils ne viendront que grâce à nous, au global, nous professionnels de santé. Sur un plan strictement soignant, se raconter, ça fait partie de la prise en soin, ça fait partie de la démarche de soin. Quand on est face à un patient, on essaye de l'emmener sur le récit personnel de sa maladie, de son expérience maladie, de son parcours en tant que citoyen soigné. En tant qu'auteur, j'ai eu l'occasion de le faire pour un de mes patients, qui était un des derniers grands blessés de guerre au Mali. Proposé un ouvrage qui lui permettait de se raconter lui-même, et le récit de soi, ça fait partie de la résilience. Et le sujet de la résilience, pour les soignants, il est aussi un vrai cœur de sujet, parce que la résilience, c'est pas inné, on ne naît pas résilient, ça fait partie de nous-mêmes, parce que tous les êtres humains ont une part de résilience, mais pour autant, ça se construit, ça s'entretient, et le récit de soi, à travers ce qu'on fait aujourd'hui, à travers ce qu'on peut faire nous, soignants et influenceurs ou producteurs de contenu sur les réseaux, ça fait partie de ce récit de soi. Alors, le récit de soi, c'est pas de la mise en scène personnelle, mais c'est simplement du témoignage et de la prise de recul sur ce qu'on a produit, sur ce qu'on pense de notre pratique et sur ce qu'on imagine pour demain. La médecine narrative, c'est vrai que c'est un petit peu même le sujet actuel lorsqu'on évoque l'avenir de la médecine, parce qu'on estime aussi que le soignant, le soigné doivent s'inscrire dans une relation quasiment holistique sur tous les aspects de la relation de soins, et l'écosystème et l'environnement dans lequel évolue le patient, ça a un intérêt. Le récit et la médecine narrative, si tu lis simplement que la 4e de couverture d'un bouquin, tu as une idée assez vague de ce qui se passe à l'intérieur sans entrer dans le fond du sujet. Et quand tu discutes 10 minutes avec un patient, c'est un petit peu la même chose. C'est comme si tu prenais l'arrière du bouquin simplement pour avoir une idée assez générale de ce qui se passe derrière. Pour la médecine narrative, c'est s'asseoir, c'est prendre le temps de discuter, c'est aussi offrir un temps de relation qui est privilégié. À l'heure actuelle, l'un des principaux reproches qui est fait au système de santé, c'est que la prise en charge, d'ailleurs on parle encore beaucoup de prise en charge et peu de prise en soin, manque d'humanité, manque d'humanisme. Et cette médecine narrative qui consacre un temps dédié au récit personnel et à l'échange, je dirais que même concrètement c'est surtout de l'échange, c'est du soin relationnel, permet de retrouver cet aspect fondamental de la médecine narrative. Et quand tu vas dans des pays étrangers, pour avoir vécu un certain nombre de semaines en Afrique subsaharienne, la médecine narrative, en fait, c'est le cœur du sujet. On parle avec le patient, on prend le temps de discuter, voire même on passe que du temps à discuter, parce qu'une fois qu'on a discuté, une fois qu'on a posé des mots sur des mots, tout simplement, en fait, on a résolu le problème. Et il ne s'agit pas d'être dans le curatif médicamenteux, parfois on est simplement que dans du préventif, parce que à travers les mots que le patient va faire remonter, va mettre en évidence, en fait on a parfois même déjà les principales indications d'une stratégie thérapeutique au sens soignant, non technique. Le mot histoire de la maladie, ça fait effectivement partie de notre démarche de soins. D'ailleurs, on le retrouve dans tous les dossiers médicaux. Mais concrètement, quand tu lis l'histoire de la maladie, est-ce que c'est réellement une histoire ?
Est-ce que derrière cette notion d'histoire, d'historique, hormis des tirés qui s'enchaînent les uns après les autres, mais il n'y a pas une réelle histoire. Moi, quand je lis l'histoire de la maladie, en règle générale, ça tient sur 3 lignes. C'est simplement en fait ce qui remplace les antécédents médicaux. Ça ne veut pas dire grand-chose. L'histoire de la maladie, quand tu as un patient qui entre aux urgences, ça tient sur une ligne. Sauf qu'en fait, souvent, les gens qui entrent aux urgences, il y a tout un historique, il y a tout un écosystème qui les a emmenés à venir te rencontrer aux urgences, à venir solliciter une prise en charge qui est rarement urgente d'ailleurs, mais qui nécessite justement qu'on s'intéresse à sa propre histoire. Et la médiation en santé, on parle beaucoup aussi de médiation en santé, à mon avis, ça peut être le liant entre la prise en charge technique, médicale, soignante, dans un établissement ou dans un cabinet, et l'histoire de la maladie qui permet de mieux comprendre en fait tous les aspects de l'écosystème, tous les déterminants de santé d'une personne sur lesquels un soignant ou un non-soignant comme un médiateur en santé, qui n'est pas forcément, et je pense qu'il y a même un intérêt à ce que ce ne soit pas un soignant, puisse agir et faire levier sur ces déterminants qui font partie de l'histoire du patient et donc effectivement probablement un jour d'une maladie ou d'une expérience maladie. Un message qui est important, c'est engagez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un engouement actuel pour la formation d'infirmières, par exemple dans mon domaine paramédical, où chaque année tout le monde applaudit des deux mains en se disant que c'est formidable. La formation infirmière est sollicitée sur Parcoursup, mais bon, à l'issue des 3 ans, on sait très bien qu'il n'y a pas 100% des engagés qui iront sur le terrain, d'une part, qui seront diplômés. Ça veut dire qu'au milieu, pendant 3 ans, il se passe quelque chose. Quand on sait qu'il y a 30% des étudiants qui quittent le métier, la formation, pardon, au bout des 6 mois de la formation d'infirmier, ça veut dire que derrière, soit il n'y avait pas une réelle envie d'engagement, soit le système de santé n'a pas su transmettre les bonnes valeurs d'engagement. C'est comme un militaire. Quand tu t'engages dans l'armée, le bon message, c'est pas venez chez nous parce que vous allez tirer dans tous les sens avec votre FAMAS. D'ailleurs, c'est pas le propre du métier de militaire. En fait, c'est que derrière tout ça, il y a une transmission de valeurs, il y a un parcours professionnel, il y a une logique métier qui est importante, il y a aussi cette notion d'évolution professionnelle et de prise en compte à travers la valorisation de ce qu'on est, de ce qu'on propose au quotidien de son métier dans les armées. Et pour les jeunes générations, ceux en tout cas qui s'engagent dans les armées, viennent pour ça et pas seulement pour porter un treillis. Et en tout cas, derrière ce treillis, il n'y a pas seulement parce qu'ils aiment la couleur kaki. C'est parce qu'ils y placent des valeurs et ils y placent un certain idéal de vie professionnelle. Donc pour les jeunes générations, tout simplement, voilà, engagez-vous, venez tester, et c'est à nous, professionnels de santé, de s'engager en miroir pour justement les accompagner au mieux et leur donner envie de rester. Alors le message qu'on peut donner aux jeunes générations, qui est effectivement celui de engagez-vous, derrière l'engagement, c'est surtout de croire que le métier, et notamment de paramédical, qu'on soit infirmier, de soignant, auxiliaire de vie, etc., c'est un parcours professionnel, c'est aussi se libérer de la posture exécutante du métier. Et ça, c'est important, même si le système de santé connaît de grosses difficultés, il faut le reconnaître, c'est se dire que soi-même, jeune génération, mais comme tout système, on peut apporter notre pierre à l'édifice. Et justement, si tout le monde baisse les bras, c'est un peu comme lorsqu'on a une prise en charge compliquée d'un patient qui n'est pas compliant, qui n'a pas envie d'eux, qui est dans une situation sociale catastrophique, mais en définitive, toute une équipe de soins se mobilise autour de lui pour essayer quand même de porter quelque chose. Si chacun, et c'est encore une fois, ça rejoint le sujet de la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que si nous, professionnels de santé, on diffuse un message qui n'est pas le bon, qui est de dire « Oh là là, fuyez, pauvre fou, ne venez pas chez nous parce que c'est vraiment une catastrophe », comment dire aux jeunes « Viens apporter ton énergie, ta jeunesse, quelque part, même s'il ne s'agit pas d'aller user les jeunes générations en disant vous faites 5 ans chez nous et puis ensuite vous partez », mais c'est de leur dire que cette jeune génération qui arrive, qui finalement est assez précoce, peut aussi incarner une nouvelle vision du système de santé, qui est celle d'un leadership paramédical, qui est celle, pourquoi pas, d'imaginer des carrières mixtes, à la fois auto-entrepreneur, dans l'innovation, dans le soin, un pied dans la recherche, un pied dans l'entreprise, pourquoi pas aussi un 3e pied dans la clinique. Enfin bref, pour toutes ces raisons, et on est ici au Paris Santé Campus Numérique, on est quand même dans le lieu dédié à l'innovation et à l'innovation en santé, je crois que ces jeunes générations de soignants doivent aussi incarner cette nouvelle dynamique. Et à l'heure actuelle, et c'est sans doute aussi pour ça que je dis aux jeunes, engagez-vous, on a encore des difficultés à faire bouger les lignes
pour améliorer et pour initier cette démarche d'innovation en santé. Et donc c'est à ceux qui maîtrisent tous ces nouveaux outils, à ceux qui ont envie de pousser des choses, de venir chez nous et d'être force de proposition. Et c'est par contre à nous, vieille génération, même si je ne pense pas être trop vieux, mais enfin, être vieille génération, à les accompagner et à mettre à disposition notre expérience, nos réseaux, pour justement les accompagner et leur faire porter les bons messages. Bon, c'est vrai que du côté des vieilles générations dont je fais partie de soignants maintenant, hélas, il y a une peur, il y a un sentiment de méfiance vis-à-vis de la nouvelle génération, parce qu'elle arrive avec toute son énergie débordante et surtout avec une vitesse et un niveau de réflexion qui parfois peut nous dépasser, parce que tout simplement les nouveaux outils, la dynamique de la société font que ces jeunes soignants arrivent dans les services et bousculent beaucoup de choses. De l'organisation, des logiques de pensée, de l'utilisation de nouveaux outils. Et donc ça effraie. Moi j'ai envie de dire à mes collègues, ayez confiance en cette nouvelle génération, essayez de les accueillir au mieux avec toutes les contraintes qui s'imposent à nous, parce que évidemment, encore une fois, on n'est pas dans un monde de bisounours. C'est-à-dire que les contraintes RH, les contraintes économiques qui pèsent sur le système de santé, elles pèsent sur les services, et chacun individuellement dans un collectif, on est quand même plongé, on est soumis à ces contraintes. Et le tutorat, le mentorat, on essaye d'en faire quelque chose de positif, mais c'est toujours assez compliqué. Et pour autant, quand on a un étudiant en santé qui arrive dans un service, qui arrive dans un établissement de santé, on doit aussi se placer en posture. Tout le monde n'est pas pédagogue, hein. Et moi le premier, parce que je ne suis pas très pédagogue, mais ça n'empêche pas que tu tisses autour de cet étudiant un environnement à peu près bienveillant, et en tout cas capacitant pour lui, qui lui donne pas forcément toutes les clés, parce que tout le monde ne possède pas toutes les clés, et qui le met assez en confiance pour que lui-même se sente à l'aise dans cet environnement, et puisse être force de proposition, tout en ayant bien conscience que quand on est étudiant, mais même quand on est professionnel de santé, finalement c'est pas grand-chose, et qu'on doit tous avancer ensemble dans la même logique. Parce que le but derrière, c'est pas de faire collectif ou de faire équipe, en tout cas c'est de faire équipe pour le patient, pour les aidants, pour le système de santé et pour accomplir quelque chose de plus grand, qui n'est pas seulement de se dire, bon, on répond à nos objectifs de service, de faire soit des économies ou d'accomplir le taux de remplissage de lits. Il y a quelque chose de plus grand derrière tout ça, qui est forcément un autre message qui est plus capacitant. Bon, la Fabrique des soignants, déjà, c'est un beau projet, je pense, sur le papier, d'une part. C'est vrai que les ambitions portées par le projet de la Fabrique des soignants sont assez intéressantes, parce que tout à l'heure on parlait de communication, on parlait de messages portés par les professionnels de santé. C'est là toute l'idée, c'est de se dire quelle est notre posture de professionnels de santé diplômés avec un certain niveau d'expérience, quels peuvent être les bons messages à apporter à travers différents médias. Et le mot fabrique en lui-même est très intéressant, parce que j'aime beaucoup dire qu'on n'est pas soignant, mais on le devient, et voire même on le devient tout au long de sa vie professionnelle, parce que l'accomplissement et la posture de soignant, elle est jamais fixe, et que la carrière professionnelle fait que toutes les rencontres et toutes les façons d'être soignant te façonnent tout au long de ta vie professionnelle. Et donc la Fabrique des soignants, ça ne doit pas seulement être concentré que sur les étudiants ou que sur de futurs soignants, mais ça doit vraiment être un message global à tous les professionnels de santé. Et quand on dit professionnels de santé, ce ne sont pas forcément des médecins et des infirmiers. Ça va de l'auxiliaire de vie, au médiateur en santé, à la secrétaire médicale, au technicien de laboratoire, au manipulateur radio, enfin bref, toutes ces personnes qui gravitent autour de la personne soignée. Et la Fabrique des soignants, donc pour revenir sur votre projet, effectivement, ça a beaucoup de sens aujourd'hui, parce que justement, la notion de sens, elle est centrale actuellement. On se pose beaucoup de questions sur mais quel est le sens, quelles sont les orientations, pourquoi je deviens soignant, comment je peux entretenir ma volonté d'être soignant au quotidien. Et bien, ce sera toute la logique, je pense, de votre projet, ce sera de donner des bonnes pistes, de faire rencontrer des gens a priori inspirants, en tout cas qui ont des valeurs à porter. Et tout à l'heure, on se disait, mais comment engager, comment dire aux jeunes, venez, devenez soignants, devenez infirmiers ou devenez médecins. Et bien justement, peut-être qu'à travers la Fabrique des soignants, ils trouveront certaines réponses, ou en tout cas certains leviers de motivation pour être et devenir dans la carrière.